Pendant la Première Guerre mondiale, les tranchées deviennent le lieu d'une guerre longue et terrible. Des millions de soldats y vivent dans des conditions très difficiles. Le froid, la faim, la boue et les attaques d'artillerie incessantes. Les nouvelles armes, plus puissantes que jamais, transforment les champs de bataille en paysages dévastés. Face à cette situation, les armées cherchent des moyens encore plus violents pour briser l'immobilité du front. Le gaz toxique émerge alors comme une arme terrifiante. Invisible et mortel, il provoque la panique et change à jamais la physionomie de la guerre. Pour se protéger de cette menace, une invention cruciale voit le jour, le masque à gaz. Au fil du conflit, ces masques d'abord peu efficaces s'améliorent progressivement, reflétant les efforts déployés pour protéger les soldats de l'horreur chimique. Dans cette vidéo, nous verrons comment les armes chimiques ont bouleversé le cours de la guerre, comment les premiers masques à gaz ont vu le jour et quel impact ils ont eu sur la vie des soldats. Une histoire où l'ingéniosité humaine a tenté de répondre à l'horreur. Avant de commencer, si le contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. C'est le meilleur moyen de ne rien rater et de soutenir mon travail. Merci à vous. Et c'est reparti. La guerre chimique n'est pas apparue par hasard. Dès les conventions de la Haye de 1889 et 1907, on interdit l'utilisation de gaz asphyxiants ou nocifs dans le cadre de la guerre. Pourtant, les progrès scientifiques et industriels ainsi que la production d'armes chimiques se poursuivent. Avant la Première Guerre mondiale, des conflits comme la guerre de Crimée ou la guerre de Sécession envisagent déjà des armes chimiques en testant des obus chargés de chlore ou d'acide picrique. En France, une grenade lacrymogène est mise au point pour la police parisienne. Et l'Allemagne, forte de son industrie chimique avancée, devient le leader dans la fabrication de ces armes. Malgré les accords internationaux, les grandes puissances continuent à perfectionner ces nouvelles armes chimiques, destinées à neutraliser l'ennemi, le contraindre à battre en retraite et briser le moral des troupes en infligeant d'intenses souffrances psychologiques. Les premières tentatives de guerre chimique ont lieu dès août 1914, lorsque l'armée française utilise des grenades lacrymogènes. Les Allemands utilisent eux aussi des obus à gaz lacrymogènes contre les Britanniques à Neuve-la-Chapelle en octobre 1914 et contre les Russes à Bolimov en janvier 1915, mais toutes ces attaques sont peu efficaces. Le véritable tournant a lieu le 22 avril 1915 lors de l'attaque d'Ypres en Belgique. L'armée allemande dirigée par le chimiste Fritz Haber libère du chlore gazeux. Le vent emporte le gaz à travers le No Man's Land, surprenant les troupes alliées. Cette première grande attaque au gaz est dévastatrice pour les soldats britanniques, canadiens, français et algériens qui ne s'y attendent pas. Environ 15 000 soldats sont intoxiqués et plus de 1000 d'entre eux décèdent. Le gaz provoque de graves lésions respiratoires, menant parfois à ce qu'on appelle une noyade interne. L'irritation intense et la destruction des tissus provoquent un œdème pulmonaire. Par conséquent, les victimes ressentent une suffocation progressive, similaire à une noyade, car leurs poumons se remplissent de liquide. Bref, les victimes meurent par asphyxie. L'attaque à Ypres crée une panique immédiate, conduisant à une retraite massive, provoquant une brèche de 6 km dans les lignes alliées. Si dévastatrice, elle manque de peu de permettre une percée allemande, une rare réussite. Cependant, les Allemands ne profitent pas pleinement de cet avantage. À partir de cet événement, les recherches et l'utilisation d'armes chimiques s'intensifient des deux côtés du front. Par la suite, l'armée allemande lance des attaques similaires contre les Russes à Bolimov. Le 24 septembre 1915, les Britanniques lancent à leur tour leur première attaque au chlore gazeux à l'os, en utilisant la méthode de Haber qui consiste, je le rappelle, à libérer le gaz et à le laisser être porté par le vent. Au fil du temps, de nouveaux gaz sont utilisés, comme le phosgène en 1916 et le gaz moutarde en 1917. Ce gaz doit son nom à son odeur caractéristique, rappelant vaguement celle de la moutarde. Il est aussi connu sous le nom d'hypérite, car utilisé pour la première fois en grande quantité près d'Ypres en 1917. C'est un produit très toxique qui brûle la peau, les yeux et d'autres parties du corps exposées. Contrairement aux autres gaz qui affectent principalement les poumons, le gaz moutarde est encore plus dangereux, car ses effets peuvent persister plusieurs jours, continuant à infliger des blessures aux soldats bien après l'attaque. Les méthodes pour utiliser les gaz évoluent également. Au départ, le gaz est simplement porté par le vent, mais peu à peu des obus et des mortiers sont utilisés pour le déployer de façon plus précise. En septembre 1915, la France lance son premier grand assaut au gaz avec des obus remplis de sulfure de carbone, très toxiques, mais perdant rapidement son efficacité une fois dispersés. L'année suivante, en 1916, les Français changent de recette, et ce sont des obus remplis cette fois de phosgène qui sont utilisés, permettant ainsi de causer de lourdes pertes dans les tranchées allemandes. La même année, les Britanniques introduisent les projecteurs Levens, des mortiers capables de libérer de grandes quantités de gaz toxiques sur des zones ciblées. Au cours de la guerre, des gaz comme le cyanure d'hydrogène, l'arsine, le brome, le chlore et le phosgène sont utilisés comme armes de plus en plus meurtrières.
On estime que plus de 130 000 tonnes d'armes chimiques sont utilisées durant le conflit, causant plus de 90 000 morts. La guerre chimique, bien que difficile à imaginer au début du conflit, devient rapidement une arme redoutable, marquant profondément la Première Guerre mondiale. Même si le gaz cause relativement peu de morts parmi les soldats, avec jusqu'à 93% des victimes qui retournent au combat quelques semaines plus tard selon certaines sources, son impact psychologique reste très fort. L'infirmière Vera Brittain écrit au sujet de l'utilisation des gaz pendant la Grande Guerre « Je souhaite que les personnes qui parlent de continuer cette guerre quel qu'en soit le prix puissent voir les soldats souffrant de gaz moutarde. De larges cloques jaunâtres, des yeux fermés aux paupières collantes et collées ensemble, se battant pour chaque bouffée d'air, murmurant que leur gorge se fermait et qu'ils savaient qu'ils allaient étouffer. » Face aux attaques chimiques, les premières protections sont très basiques. Des compresses humides sur le visage, des lunettes improvisées, des méthodes souvent inefficaces. En 1914, seules les troupes allemandes disposent de protections de base, comme des baillons en tissu imbibés de produits chimiques. Mais rapidement, les Alliés doivent improviser. Après l'attaque chimique à Ypres en 1915, un médecin canadien propose une solution simple. Un tissu imbibé d'eau, de bicarbonate de soude et d'urine. Une méthode qui, grâce à l'ammoniac, neutralise partiellement le chlore. Le Black Veil Respirator britannique est l'une des premières protections organisées. Un voile noir en coton imbibé de produits chimiques protecteurs, mais il offre une protection limitée. En septembre 1915, la France commence à développer des modèles de masques à gaz, comme le tampon P2 et le sac S2, qui utilisent du coton imbibé de solutions chimiques, telles que l'hyposulfite de sodium, pour neutraliser certains gaz. Mais leur efficacité reste limitée à cause de leur mauvaise étanchéité. Les ingénieurs créent alors des cagoules plus élaborées, un peu plus efficaces mais toujours inconfortables. Les Britanniques créent le P-Helmet, une cagoule avec un tampon saturé de chlorure de calcium. Elle est efficace contre le chlore, mais pas contre des gaz comme le phosgène ou l'hypérite. Ensuite, ils améliorent le modèle avec le Hypo-Helmet de 1915, qui offre une meilleure couverture et des lunettes en mica, mais reste inconfortable et réduit la visibilité. Puis le P-Helmet apparaît, offrant une meilleure protection, mais il reste encombrant et a des fuites. Du côté allemand, les ingénieurs innovent rapidement. En 1915, ils introduisent le Gummy Mask, un masque en caoutchouc couvrant tout le visage tout en intégrant des lunettes étanches. Il utilise des filtres chimiques interchangeables d'hyposulfite et de carbonate de sodium pour protéger contre des gaz comme le phosgène. Bien que ce masque soit une avancée importante, il est lourd, réduit la visibilité et n'est pas totalement efficace contre certains gaz. Le développement des masques à gaz est une course contre la montre. Chaque nouveau gaz nécessite des adaptations, et les ingénieurs rivalisent pour créer des protections toujours plus performantes, tout en cherchant à concevoir des gaz encore plus redoutables. Avec l'introduction du gaz moutarde ou hypérite par les Alliés, les masques à gaz doivent évoluer pour protéger aussi bien la peau que les yeux. Les premiers modèles simples sont progressivement remplacés par des équipements plus solides et mieux adaptés. Les forces françaises et britanniques commencent à travailler ensemble pour améliorer leurs masques. Cette coopération permet de combiner les meilleures innovations de chaque pays. En 1916, la France lance le masque M2, un progrès important. Il est fait de tissus imprégnés de produits chimiques neutralisants et des oculaires en mica protégeant les yeux tout en offrant une visibilité limitée. Ce masque est plus efficace contre le chlore et le phosgène, mais reste inconfortable et peu fiable lors d'expositions longues. En 1917, la version améliorée M3 est lancée. Elle offre une meilleure étanchéité grâce à un panier à gaz qui couvre mieux le visage, un filtre plus performant et un confort amélioré, bien que la respiration reste difficile. En 1916, l'Allemagne introduit le masque M1915 Gummischutzmaske, un modèle révolutionnaire avec un filtre au charbon actif intégré. Ce masque devient rapidement la norme pour l'armée allemande et une référence pour les autres nations. L'idée révolutionnaire du filtre au charbon actif vient en réalité du masque russe Zelensky Kumant de 1915. Le charbon actif est fabriqué en chauffant du bois sans oxygène, pour créer une surface qui neutralise une large gamme de gaz toxiques, y compris le phosgène et l'hypérite. Ce masque est équipé d'une cartouche filtrante reliée à un boîtier externe, permettant une respiration plus fluide, tout en protégeant efficacement contre les gaz. Cependant, la Russie a du mal à produire ce masque en grande quantité à cause de problèmes logistiques et industriels. Malgré tout, l'innovation du filtre au charbon actif influence le développement des masques à gaz des pays occidentaux. Toutes les armées cherchent rapidement des solutions pour protéger leurs soldats contre des gaz de plus en plus dangereux comme le phosgène et l'hypérite. En 1916, le Royaume-Uni introduit le M1916, aussi appelé Smallbox Respirator. Ce masque léger et compact est équipé d'un filtre au charbon actif et de produits chimiques neutralisants.
Le filtre, relié par un tuyau et porté sur la poitrine, facilite la respiration et prolonge l'efficacité. Ce modèle devient l'équipement standard de l'armée britannique jusqu'à la fin de la guerre et influence d'autres modèles. En 1917, la France lance le masque appareil respiratoire spécial, surnommé groin de cochon par les soldats. Ce masque est une grande avancée contre les gaz chimiques. Il possède un filtre au charbon actif qui neutralise le phogène et l'hypérite, offrant une meilleure protection que le modèle M2. Il est fabriqué en caoutchouc ou tissu renforcé et s'ajuste mieux au visage grâce à des sangles élastiques. La nouvelle visière évite la condensation et améliore la visibilité. Le masque ARS devient le standard pour les soldats français, reléguant les anciens modèles de masques aux 2e et 3e lignes. La même année, l'Allemagne développe le M1917 puis le Gasschutzmaske en 1918. Ces masques sont équipés de filtres multicouches plus performants, offrant une meilleure protection contre des gaz comme l'hypérite. Les matériaux sont aussi améliorés et les masques sont plus étanches et mieux ajustés. Pendant la Première Guerre mondiale, les animaux tout comme les humains doivent être protégés contre les gaz toxiques. Les chevaux, utilisés pour des opérations militaires et logistiques, sont les premiers à recevoir des masques à gaz. Ces masques sont souvent faits de toiles imbibées de produits chimiques et sont fixés autour du museau avec des sangles. Bien qu'ils offrent une certaine protection, ils sont encombrants et gênent la respiration des chevaux, surtout sur de longues périodes. Les chiens utilisés pour des missions de reconnaissance et pour porter des messages ont aussi des masques, souvent adaptés à leur morphologie, et fabriqués en toile ou en caoutchouc. Cependant, ces masques réduisent leur capacité olfactive, ce qui complique leur travail. Les pigeons utilisés pour transmettre des messages sont eux aussi protégés, bien que cela soit plus rare. Des caisses anti-gaz sont conçues pour eux, avec un filtre à gaz intégré. Tenez par exemple, cette caisse anti-gaz allemande qui se porte sur le dos et permet de transporter jusqu'à 10 pigeons en toute sécurité. C'est fascinant de voir toute l'ingéniosité mise en place à l'époque pour protéger les animaux pendant le conflit. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo sur les différents animaux utilisés pendant la guerre. Dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, les soldats font face à la menace constante des gaz toxiques. Les masques à gaz, bien qu'essentiels pour leur survie, sont loin d'être parfaits. Mais à quoi ressemble la vie des soldats avec ces équipements, souvent rudimentaires, sur le terrain? Porter un masque à gaz n'est pas facile. Il faut respirer à travers un filtre lourd et encombrant, supporter la chaleur autour du visage et avoir une visibilité réduite à cause des lentilles embuées. Ces masques sont inconfortables et rendent chaque respiration difficile. Pourtant, lors des alertes au gaz, c'est leur seule chance de survivre. Dès qu'un soldat entend l'alerte, il faut enfiler son masque en quelques secondes pour éviter d'inhaler des gaz mortels. Mais même avec cette protection, l'angoisse reste présente. Les soldats doivent apprendre à respirer calmement pour ne pas paniquer, à gérer la difficulté de communiquer et à se déplacer avec cet équipement. Cependant, les masques de l'époque ne sont pas toujours efficaces. Lors des attaques massives, certains deviennent inutilisables, soit parce qu'ils sont mal ajustés, soit parce qu'ils ne peuvent pas filtrer des gaz plus complexes comme le phogène ou le gaz moutarde. De plus, la condensation à l'intérieur des masques rend la vision presque impossible, et dans les conditions extrêmes des tranchées, les masques se détériorent rapidement. La Première Guerre mondiale laisse un héritage tragique, non seulement à cause des pertes humaines et des destructions, mais aussi grâce aux avancées technologiques dans les domaines militaires et médicaux. L'une des innovations majeures de cette guerre est l'utilisation des gaz de combat et des masques à gaz. Les gaz comme le chlore, le phogène et l'hypérite causent des souffrances terribles pendant la guerre et poussent la communauté internationale à réagir. En 1925, le traité de Versailles interdit l'usage des armes chimiques par le protocole de Genève, pour empêcher leur utilisation dans les conflits futurs. Bien que l'usage des gaz ait été interdit, les masques à gaz perdurent. Les premières technologies de protection respiratoire développées pendant la guerre continuent d'évoluer. Après la guerre, des masques à gaz plus efficaces sont créés pendant la Seconde Guerre mondiale, avec des filtres améliorés. Bien que les gaz soient moins utilisés, les masques deviennent courants, non seulement pour les militaires, mais aussi pour les civils dans les zones de guerre. Les technologies de filtration de l'air trouvent ensuite des applications civiles et industrielles. Aujourd'hui, les masques à gaz et autres équipements de protection respiratoire sont utilisés dans des secteurs comme l'industrie, la gestion des risques chimiques et les interventions en cas d'incendie, protégeant des millions de personnes. La guerre chimique a aussi eu des conséquences médicales durables. Les médecins doivent faire face à de nouveaux défis pour traiter les victimes des gaz de combat, qui causent de graves blessures aux poumons, à la peau et aux yeux. Après la guerre, de nombreux vétérans souffrent de problèmes de santé chroniques liés au gaz, souvent ignorés à l'époque. La guerre chimique laisse donc un héritage de controverses et conduit à des efforts pour améliorer les traitements médicaux et les protections respiratoires.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ce sujet vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres aspects de l'histoire de la Première Guerre mondiale. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.